Salut tout le monde, merci énormément de vous être connectés sur le podcast de Tissé Serré avec votre animateur Jay Fournier. Merci de revenir si t'es déjà venu. Si c'est ta première fois, welcome my friend. Merci beaucoup de venir essayer le podcast, un des 74 000 podcasts qu'il y a au Québec. Mais c'est pas grave, parce que chaque discussion est totalement différente. Merci beaucoup d'être là, sans farce. Épisode d'aujourd'hui avec Léonie Gray, autrice, compositrice, interprète. J'adore ce qu'elle fait. J'ai découvert ce qu'elle faisait il n'y a pas long et ça a été un coup de cœur pour moi. Fait que ça a été très important pour moi de la recevoir. Je trouve ça vraiment intéressant. Elle m'a répondu et elle a accepté. Alors, wow! Super le fun. On a vraiment eu une belle discussion ensemble. Alors, vous allez adorer. Si jamais c'est ta première fois sur le podcast, souvent, il y a des petits règlements. La première, si jamais tu aimes ça, laisse un petit review, peu importe t'es où. Si t'es sur YouTube, laisse un commentaire dans les commentaires. Si t'es sur Apple Balado, laisse un petit 5 étoiles. Si t'es sur Spotify, fais la same chose. Fais la same chose sur Spotify. Partage, mets la petite cloche et trip au bout. Je te souhaite un maximum de plaisir durant cet épisode. Et oublie pas, mets ta ceinture, regarde en avant, fais attention, mets ton flasher, t'écoutes un podcast, t'es dedans, mais tu sais, t'es dans ton char, continue à rouler. Si jamais t'es dans, peu importe ce que tu fais dans la vie, t'es en train de travailler, je te dis salut, puis lâche pas, la vie est belle, continue à faire ce que tu fais. Si jamais tu travailles, laisse-moi savoir aussi c'est où tu travailles. J'aime ça quand les gens me disent je t'écoute de telle place ou telle place. C'est toujours super apprécié de le savoir. Alors laisse-moi savoir. On veut le savoir, on veut savoir. Tu sais, méchant changement, mesdames et messieurs. On se rappelle tous de méchants changements, la gang, on s'en rappelle. Hein? Si jamais tu dis à Stéphane Bellavance, hey, moi j'aime un petit peu le soccer, il va te calisser des ballons de soccer à grandeur dans ta chambre. C'est ça, méchant changement. Je suis jamais écouté. Voyons, c'est bien de la misère à parler. Désolé, je suis comme un peu sur un high aujourd'hui. Très content, très de bonne humeur. Je parle très rapidement, je suis désolé. Ça va se calmer, inquiétez-vous pas. Là. J'essaie de ne pas trop prendre mon temps durant l'intro parce que je sais que vous avez juste hâte de partir l'épisode. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça commence dans pas trop long, mais je veux juste dire merci d'être là. Je vous apprécie énormément et je vous souhaite un maximum de plaisir à écouter le podcast avec Léonie Gray. Confident. Podcast direct, Léonie, ben j'aime ça comme m'embarquer dans la discussion fluidement en parlant de Gaga. Là, ça se peut que je sois un peu en décalé, c'est normal. Là, ça va embarquer là, tranquillement. Là, tu vois mes lèvres et voilà. Il n'y a pas de stress. Merci tellement de venir sur mon podcast. C'est bien gentil d'accepter ça. Ben, merci de m'avoir invité. J'étais vraiment contente de voir ton message. Ah oui, c'est vrai? Ben oui. Ben, je suis content. Honnêtement, je suis content. Moi, des fois, j'ai peur. Là. Je suis comme, tu sais, il y a un artiste que j'aime, que je découvre. Je fais comment? Je vais y écrire. Puis j'ai peur d'être la personne qui tombe comme dans les DMs de... Tu sais, mettons, tu vois la première partie du message où je suis comme « Hey, salut Léonie, j'espère que tu vas bien. » Puis tu fais comme « C'est qui ce style-là? Qu'est-ce qu'il veut? » Non, mais je te connaissais de nom. Je t'ai jamais rencontré, je pense, comme face à face. Officiellement. Je pense que je t'ai déjà vu en spectacle à quelque part. Parce que quand j'étais au secondaire, j'avais un de mes amis que son nom c'était Jay Fournier. Puis ça m'a comme marqué. J'étais comme ah ben un autre. Voilà. J'ai retenu ton nom de même. OK, t'es-tu vrai? OK. T'as quel âge toi à peu près? À peu près fin vingtaine. T'es fin vingtaine. Très vers le proche du début 30 ans. Genre quelques mois là dans la vingtaine encore. Ouais. Arrête! T'as-tu 30 ans dans pas long? Ouais, ben en fait, c'est que ma stratégie, depuis que j'ai 25, c'est que 3 mois après ma fête, ben je me dis tout de suite que j'ai l'âge qui s'en vient. Comme ça, quand ça arrive, je suis comme moins sous le choc. Je comprends. Fait que pour l'instant, je dis que j'ai 30 ans, mais il me reste encore une couple de mois. Okay. Je vais les apprécier. Ouais. Fait que toi, ça fait 9 mois à peu près que t'es comme j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans. Bon, pas 9 mois encore, là. C'était ma fête. Il n'y a pas si longtemps que ça. On va me donner une petite chance.
Mais oui, quand je dis aux gens mon âge, je dis que j'ai 30 ans parce que sinon, on va arriver en janvier l'année prochaine puis je vais virer gaga. Moi, tu vois, j'ai 27 en juillet. Puis je l'appréhende tranquillement, là, genre je le vois arriver, puis je fais comme, je pense, puis tu sais, on s'entend, là, moi, ça va être dans 3 ans, là, puis je suis comme, hey, je pense qu'il va me faire mal. Merci pour le couteau, là. Le gars, il commence le podcast. Hey, t'es vieille, fact, toi, moi, comment ça va? Jeune. Moi, je suis jeune, j'ai encore énormément de temps devant moi. Non, mais en plus, je te posais cette question-là parce que je voulais savoir, comme, tu sais, Jérémy Fournier, t'étais à l'école avec un Jérémy Fournier, j'étais comme, je le connais-tu, mais en même temps, je réalise que ça fait aucun crise de sens parce que c'est pas parce qu'il y a mon nom qu'on se connaît. C'est ça, puis on vient pas. Si j'ai bien compris, tu viens de Blainville. Ouais, exact, je viens de la Rive-Nord. Ça. Mais moi aussi, je viens de la Rive-Nord, mais comme plus vers l'Est. Ouais. Tu viens de la Valtrie, c'est ça que j'ai lu? Oui, exactement. C'est drôle parce que je lisais sur toi, puis un moment donné, je vois un article où c'est écrit elle s'installe à Montréal à partir de. Puis là, tu sais, j'ai comme pas lu encore, tu venais de où? J'ai fait ah, tu sais, elle vient d'ailleurs, tu sais. Là, je vois la Valtrie, je fais OK, elle vient pas de si loin quand même, tu sais. Non, elle s'installe à Montréal. Mais quand même, il y a quand même un gros clash entre la Valtrie et Montréal. Mais je trouve ça drôle parce que dans les médias, on dirait que les gens trouvent ça vraiment important de dire que je viens de la Valtrie, ce qui est vraiment correct, mais ça fait 12 ans que j'ai pas été, ça fait 12 ans que j'ai pas habité à la Valtrie. Fait que j'ai hâte d'arriver au point de ma vie où ça va être comme, la majorité de mon existence s'est passée à Montréal et non à la Valtrie. Fait que peut-être qu'on va être capable de faire un petit changement à ce moment-là. Mais... Artiste provenant de Montréal, tu sais, comme... En plus, c'est niaiseux quand tu y penses parce que tu fais, hey, tu sais, j'ai été à la Valtrie, mettons, 12 ans de ma vie, genre. Plus que ça, un peu, mais... Puis après ça, j'ai été 30 ans à Montréal. Comme à quel point je viens encore de la Valtrie. T'as-tu des racines fortes à la Valtrie, mettons, toi, ou moi, mes parents sont encore là. OK. Mais c'est pas mal juste ça de ma... Mais tu sais, j'ai des cousines à la Valtrie, je pense, mais comme... On ne sait pas, sont où? Sont encore là? Mais j'ai quand même une grosse famille, puis tout est décalé. Fait que mes cousins et cousines, ils ont tous comme 15 ans de plus que moi. Fait que c'est... Il y a des gens, je pense à Joliette, Lanoret, c'est... Ouais. OK. C'est ça, mais c'est pas des gens que je vois régulièrement. Non, c'est ça. Je sais pas nécessairement. Mais t'as-tu du fun? Mettons, t'as-tu une belle enfance à la Valtrie ou genre t'avais hâte de sacrer ton camp, mettons? J'adore. Initialement, mon père vient de Montréal. Fait quand j'étais petite, on dirait que chaque fois qu'on allait à Montréal, ça me faisait triper, puis j'avais hâte d'aller à Montréal. On allait dans le Myland, on allait se prendre des bagels au Saint-Viateur Bagel, puis j'en mangeais 6 sur 12 dans l'auto, fait qu'il n'y en avait plus vraiment pour mes parents en revenant, mais... Il était encore chaud. Ouais, mais je me suis toujours comme considérée comme étant une fille de la ville, même si plus je vieillis, plus je me rends compte que j'adore quand même la campagne, j'adore la nature, j'aime relaxer, j'aime ça, prendre ça, tu sais, assez... la vie simple, si on peut l'appeler comme ça. Mais oui, j'avais vraiment, vraiment hâte de m'en aller. Je pense que la première fois que j'ai demandé à ma mère quand je pouvais déménager en appartement, j'avais 12 ans. Crème, OK. J'avais 12 ans. Elle m'a dit, il va falloir que tu attendes à 18. Je lui ai redemandé à 15. Elle a dit, il te reste 3 ans. Puis j'ai eu 18 ans, puis je suis partie automatiquement. Mais j'ai pas eu une mauvaise enfance. Tu sais, j'ai une belle relation avec ma famille. Puis... Mais c'était vraiment... Comment dire ça? J'ai toujours voulu faire de la musique, puis je savais que si je restais dans ce village-là, ça allait pas être à mon avantage, tu sais. C'est ça. Fait que t'as su tôt quand même que tu voulais faire de la musique, parce que si tu voulais partir à 12 ans, ça veut dire que tu savais à partir de là que tu voulais faire de la musique, là. Ah, même avant, je pense... tu sais, quand on demandait aux enfants là, de 3-4 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis qu'ils disaient astronaute, moi, je disais tout de suite chanteuse. C'était ça. C'était comme ça. Ça n'a jamais été un questionnement, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. C'était plus, c'est un but à atteindre, puis je travaille depuis que je suis enfant pour l'atteindre. Puis voilà. C'est malade. Comment que ça a commencé pour toi? Mettons, c'est quoi ta première connexion avec le « Hey, je veux être chanteuse », tu sais? J'ai toujours été vraiment comme attirée / obsédée par la musique.
Puis je chantais non-stop, juste vraiment non-stop. Puis je pense que ben, mon père est musicien, fait que ça a quand même aidé à me guider vers ça. Mais tu sais, je sais que mi-année 90, mon père, il s'était comme gossé un studio. Puis tu sais, on s'entend, le studio dans ces années-là, home studio, c'était pas la grosse affaire, mais c'était assez pour être capable d'enregistrer. Puis je pense que mon premier enregistrement de chansons composées, j'avais 4 ans dans ces eaux-là. What? Je pense que mon père a encore l'enregistrement, mais je fais juste... Impossible. Je chante mon quotidien, là. Je parle de mon ami Julien qui était mon voisin puis que j'avais peur des loups dans la forêt. Tu sais, c'était ça ma première tune à vie. Puis après ça, ben... Quand j'avais 7 ans, il y avait un gala de fin d'année à mon école primaire. Puis je suis juste allée faire l'audition. Je l'ai dit à personne. Je pense même pas que je l'ai dit à mes parents. Je suis juste allée faire l'audition. J'ai fait une chanson a cappella. Puis mon prof, c'était mon prof de musique qui faisait l'audition. Il a dit, est-ce que tu voudrais que je t'accompagne à la guitare? Puis j'étais juste comme, ben ouais, tu sais, si ça te tente. Puis finalement, j'ai closé le gala. J'ai eu ma première ovation. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, OK, ouais, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis autant pour la performance, je dansais. Tu sais, j'avais toute ma petite chorégraphie. Je regarde ça, puis je suis comme, tabarouette, t'étais pas gênée. Je serais pas capable de faire cette chorégraphie-là aujourd'hui, mettons. Mais c'est ça qui est incroyable quand tu commences enfant à faire de l'art, c'est que tu te rends zéro compte de c'est quoi, puis tu le fais, puis t'es tellement dedans, puis tu l'assumes tellement que tout est parfait, puis à un moment donné, tu fais « Hey, j'étais pas pire quand même, parce que genre, tu sais, danser, chanter, ovation, d'après moi, j'avais mon micro, là. Mon petit micro-casque? Ouais. C'était... Wow! Ouais, non, c'était... Je me rappelle de cette soirée-là, c'est fou. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis il y avait des gros ballons en forme d'étoile argent qui étaient gonflés avec de l'air, là, pas de l'hélium. J'en ai volé un et je l'ai encore jusqu'à ce jour et il est encore gonflé. Ben non, arrête, je te crois pas. Je te jure, il est dans mon... J'ai un bac de souvenirs, puis il est là, il est intact, il est encore gonflé, tout le kit. Dans ton bac de souvenirs, tu as un ballon gonflé. De là, genre, des années. Mais il est comme, tu sais, c'est un tout petit, là. Il est pas super gros, mais assez pour me remémorer des bons souvenirs. Ouais. On dirait que ça me fait penser au ballon dans The Office. Je sais pas si t'as écouté The Office. T'as écouté ça? Ouais. À un moment donné, il y a un ballon, ils sont comme « Hey, le ballon est en train de dégonfler », puis tout le monde vient comme en applaudissant, parce que ça fait comme 15 ans qu'il est gonflé. On dirait que j'ai comme peur pour toi qui pète ce ballon-là. Oh mon Dieu, ça serait terrible, je pense. mais c'est sûr, ça va te faire un petit quelque chose de comme c'est sûr le ballon, oui. comme ça veut-tu dire quelque chose, tu sais? Ah ouais. Boy. Fait que toi, ta famille, en plus, sont musiciens. Mais je dis ta famille, ta mère, est-ce qu'elle faisait de la musique? Non, mon Dieu, vraiment pas. Pas du tout. Non, du tout. C'est vraiment mon père qui est bassiste, puis mélomane. Je pense qu'il tripait sur la musique en général, fait qu'on écoutait vraiment beaucoup de musique. Puis ma mère était juste comme la maman qui supporte tout, là. Fait que mes parents, ils m'ont juste comme supporté là-dedans, puis... C'était plus moi qui demandais « Ah, j'aimerais ça aller faire un cours de chant. J'aimerais ça aller dans l'harmonie de l'école. » Puis le fait que j'étais hyperactive, ça aidait beaucoup parce qu'il fallait que je canalise mon énergie à quelque part. Fait que mes parents m'inscrivaient à absolument tout. Ah ouais? Ouais. Honnêtement, là, tu me dis ça, j'étais hyperactive, j'aurais jamais dit ça. Pour de vrai, j'aurais jamais dit ça. Tu sais, j'ai écouté tes chansons, j'ai écouté tes clips, puis c'est niaiseux de dire, je le vois, mais je te sens tellement posé dans ta musique, tellement genre calme, que là, tu me dis, j'étais hyperactive, je fais comme, oui, mon Dieu, oui. J'ai des vidéos de moi quand j'étais jeune, puis j'y regarde, je suis comme, oh mon Dieu, je sais pas comment mes parents ont fait. C'était 3 minutes, là, j'ai l'impression de regarder un film de 3 heures, là, tellement je suis épuisée. Là. OK. Fait que tu drivais déjà pas mal, là. T'étais comme, moi, je vais aller là, gauche-droite. Fait que t'as pas eu de genre de, tu sais, en tant qu'artiste, tu as des coming out un peu à faire souvent, tu sais, par rapport à tes parents, tu sais, des coming out artistiques. Fait que toi, t'as pas eu ça à faire avec ton père qui était déjà full content que tu fasses de la musique, j'imagine? Non, j'ai pas eu à faire ça, puis tant mieux, parce que je sais que des fois, ça peut être difficile, là, justement, en tant que, tu sais, artiste ou humoriste, ou faire comme, moi, dans la vie, je veux compter des jokes, tu sais. Pour des parents qui sont peut-être plus conservateurs, ça peut être un petit peu plus difficile à
comprendre, puis à digérer, puis tout. Mais Ouais. moi, je pense que si j'avais dit à mes parents, « Hey, je voudrais être avocate », c'était comme, « Voyons, de quoi tu parles? Toi, tu vas faire de la musique. » Ouais, c'est ça. Hey, on préfère que tu fasses de la musique que de la poudre, là. Relax, là. OK? Mais c'est drôle parce que, en plus, moi, une des chansons de toi qui est vraiment venue me chercher, c'est ta chanson Monsters and Echoes, tu sais, qui parle du 9 à 5 au quotidien. Je checkais les paroles, puis c'est vraiment ça. C'est comme, tu sais, je suis plus capable d'être autour d'une table avec, tu sais, les Monsters and Echoes, blablabla. Puis là, tu me parles de ça, que tu as tout le temps voulu faire de la musique. Fait que toi, tu as vécu ça, j'imagine, le 9 à 5 à un moment donné. Ah, oui. Ça devait te faire chier, là. Ah, c'est... Je sais que je devrais pas dire ça dans la vie, là. C'est vraiment mon opinion, mais je pense pas que tous les humains, on est destinés à travailler 40 heures semaine dans un domaine qui nous plaît pas. Tu sais, si toi, être assis à un bureau, ça te parle, puis le matin, tu te lèves, puis tu as juste hâte d'aller au bureau, good for you, je suis vraiment contente, mais moi, c'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment, je suis ici pour payer mon loyer jusqu'à ce que je sois capable de le payer en faisant de la musique. Fait que ouais, non, j'ai commencé à travailler à 14 ans quand même. C'est où tu travaillais pour le fun? À 14 ans ou... Ouais, mais tu sais, je veux pas non plus tu mettes l'entreprise dans la merde ou je sais pas, là, mais... Mon CV! C'était quoi ton CV de 14 ans? Ben, à 14 ans, je travaillais dans une écurie. Oh, OK, fait quand même, ça va l'air cool. Ouais, non, cette job-là, c'était vraiment le fun. Puis, vu que j'avais 14 ans, légalement, j'avais pas le droit d'être rémunérée. Fait que j'étais payée en cours d'équitation, ce qui était vraiment le fun. Fait que je faisais l'entretien de l'écurie. Puis après ça, j'ai été travailler pour des crèmeries, de la restauration rapide. Fait que j'ai toujours été pas mal en restauration. Mais Monsters and Echoes, c'était vraiment pendant une longue période de ma vie, j'ai travaillé dans un bureau. Puis ce qui était étrange, c'est qu'on m'avait donné vraiment beaucoup de responsabilités. Puis je venais d'avoir 18 ans. Puis je pense que, tu sais, j'étais quand même mature pour mon âge. Mais tout le monde pensait que j'avais juste un baby face puis que j'avais comme 30 ans. Fait que je suis comme tombée dans un monde super corporate du jour au lendemain. Je venais d'emménager à Montréal. Puis j'ai été là pendant 4 ans et demi. Puis j'aimais pas ça depuis jour 1. Aïe. Jour 1, j'étais comme, moi, je vais rester ici 3 mois maximum, tu sais, le temps d'arriver en ville, puis blablabla. Puis finalement, j'ai eu plein de promotions. Fait que je suis restée parce que je pense que overall, j'étais quand même une bonne employée, mais j'étais une bonne employée qui a éventuellement fait un burn-out. Ah ouais, OK. Ouais, c'était vraiment pas mon... Mais c'est sûr, en plus, tu rentres là, ça te tente déjà pas, tu fais 4 ans, puis tu sais, écoute, honnêtement, la différence entre toi et moi, là, moi, mettons, j'aime pas une job, là, c'est pas long que je fais comme, OK, fuck off, je calais ça là, puis à la limite, mais je trouve ça respectable de dire, non, j'ai été là 4 ans, tu sais, j'ai travaillé, ça me prenait de l'argent, puis tout. Eux, en plus, t'ont donné des responsabilités, ça veut dire que t'étais bonne, en plus, tu sais, donner des promotions. C'est incroyable. Là. Je retourne en arrière, puis je suis comme, ah ouais, tu sais, ils m'ont donné ces responsabilités-là. OK! Tu sais, c'est moi qui organisais comme le party de Noël pour 300 employés. J'avais 19 ans. Je suis comme, ben non, mais j'ai pas les skills qu'il faut pour faire. J'ai étudié en arts et lettres, gang. Comme, c'est pas... Ben ouais. Wow. Mais toi, tu trouves ça honorable. Moi, je trouve ça épuisant. Tu sais, je pense que j'aurais peut-être été mieux de faire, hey, c'est pas ça que je veux faire. Je vais me chercher autre chose. Tu sais, je trouve que ça, c'est honorable de vraiment... Tu t'es écouté puis t'as fait comme ouais, moi je peux pas rester ici, ça me parle pas, ça fit pas avec moi, mes valeurs, etc. Puis tu t'en vas, mais non, moi je pense que c'était beaucoup de peur et d'insécurité aussi. De est-ce que je vais me trouver un autre job, tu sais. Oui, puis c'est normal. Tu sais, tantôt tu parlais du 40, c'est pas tout le monde qui est fait pour le 40 heures. Ouais. Je peux pas être plus d'accord avec toi que ça. Tu sais, moi j'ai toujours trouvé que tu sais, le 40 heures semaine, tu sais, souvent j'entends ça dans des discussions, hey, j'ai travaillé 60 heures cette semaine ou 50 heures, puis tu fais, ben tu sais, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'ai travaillé à peu près ça aussi, 50 heures, mais je peux pas te le calculer parce que c'est bizarre comme métier, là, tu sais, c'est comme t'écris, tu penses, tu sais, je sais pas, toi, au niveau de ta création, ça ressemble à quoi? Tu te mets-tu des blocus d'heures? Mais tu sais, moi, on dirait que je suis tout le temps dans ma tête un peu, tu sais, je suis tout le temps en train de penser à ça. T'es-tu comme ça aussi, toi, ou t'es quand même assez cartésienne? Ben, ça dépend. Ma vie est très cyclique.
Fait qu'il y a il y a des moments dans ma vie où je suis capable de m'asseoir, d'écrire, je suis capable de vraiment travailler, de me faire un horaire par rapport à mes projets. Mais il y a d'autres fois aussi que je suis comme, mais je suis pas inspirée, fait que je vais pas me forcer. Puis, dans ma tête, il n'y a pas de création s'il n'y a pas d'ennui. Tu sais, OK. on est censé s'ennuyer en tant qu'humain. Là. On est censé s'ennuyer, puis c'est au moment où on s'ennuie que là, notre corps a comme besoin de faire quelque chose. Puis c'est là que le processus créatif, pour moi, embarque. Fait que, tu sais, je sais que des fois, ça peut paraître un petit peu comme de la paresse, mais j'aime mieux créer quelque chose qui vient d'un élément qui est réel que de le forcer, tu sais. Je comprends. C'est un peu comme ça, mais je suis un peu tout le temps en train de travailler parce que, ben, veux pas, j'écris beaucoup par rapport à mes expériences personnelles. Fait que c'est sûr que si je suis en train de vivre quelque chose, ben, c'est sûr que je vais me booker une session studio puis je vais aller en parler, tu sais, je vais aller écrire là-dessus. Fait que c'est très, mais c'est très sporadique puis très cyclique dans mon cas. Toi, t'es plus cartésien, tu te bookes... Non. Moi, je suis comme toi. Je suis 100% comme toi aussi. Moi, ça arrive, mais je me suis rendu compte dans ma création que c'était bon pour moi d'avoir quand même tout le temps une espèce de routine pour que mon cerveau comprenne, hey, là, tu es en mode urgence. Fait que tu te mets au pied du mur, donc crée, tu sais. Fait que, mais par contre, il y a des fois où il est 11h30 le soir, quasiment minuit, puis je suis comme, oh, Chris, là, il faudrait que j'écrive, je suis ben trop dans ma tête, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, à chaque matin, ça va être important pour moi d'aller au café, écrire une coupe d'heures. Même si j'écris rien, je me dis, hey, je suis allé là, j'ai fait ça. Parce que moi, des fois, je me dis, quand je suis pas en train d'écrire, des fois, je me tape sur la tête, ah, si t'as pas tant travaillé, blablabla, puis tu fais, ouais, mais la création, là, c'est touché. Là. C'est pas grave si tu crées pas aujourd'hui, plus demain. Tu sais. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, le 40 heures semaine aussi, c'est comme toi, je me colle pas à ça. Tu sais. Non. Mais là, tu disais que t'as comme fait un genre de burn-out à la fin de ces 4 ans-là. T'as comme fait, hey, je suis plus capable. Comment ça s'est passé, ça, ce burn-out-là? Ben, oh mon Dieu, ça, c'était une époque de ma vie qui était rushante en plus, là. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais vraiment fatiguée, comme super fatiguée. Puis, j'étais allée voir un médecin le matin, avant d'aller travailler. Tu sais, je me dis, peut-être... Moi, dans ma tête, j'avais genre une mononucléose. Puis là, on parle un peu, il me fait remplir un formulaire. Puis là, il est comme, ben, vous faites un burn-out. Là, j'étais comme, ah, OK. La réaction. Fait quoi? Puis il était comme, ben, je te mets en arrêt de travail. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bien intense. Puis finalement, j'en avais vraiment besoin de ce temps-là, ce temps off-là. Puis, tu sais, je suis une personne qui vit avec beaucoup de troubles anxieux, troubles de personnalité. Fait que je vis avec des épisodes dépressifs depuis que je suis tout jeune. Fait que ça en faisait partie, mais si tu ajoutes une job que tu n'aimes vraiment pas à ces épisodes-là, ben des fois, c'est ça se peut que tu fasses un burn-out parce que tu veux te prouver, tu veux quand même faire « Hey, je suis capable de faire la job », puis finalement, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis pendant cette période-là, ce burn-out-là, finalement, j'ai attrapé la tuberculose. Oh, mon Dieu! Ouais, fait que ça a été vraiment comme pire. OK. Ouais, c'était... Comment ça se passe, ça, la tuberculose, exactement? Genre, c'est quoi? Ben, c'est genre une maladie pulmonaire du 17e siècle. Là, ouais, les gens, ils mouraient de ça dans le temps. Ah oui, puis ils meurent encore de ça, là. C'est pas traité, là. En gros, ben, tu reçois une lettre du gouvernement, puis ben, je pense que si tu vas pas te faire traiter, si tu refuses, ben, tu peux faire de la prison. Hein? Oui, c'est criminel de refuser un traitement parce que ça se propage dans l'air. OK. Puis, moi, c'est un de mes amis qui avait voyagé, qui l'avait attrapé là-bas. Elle avait été latente. Fait que c'est dans ton système, mais c'est pas contagieux. Ça a pris 1 an et demi, ça s'est développé. Puis, dans ce bureau-là, là, que j'ai fait un burn-out, 30% des employés l'ont attrapé. Tabarnache. Puis, moi, c'était latent. Fait que c'était pas grave. J'étais pas contagieuse. Mais j'avais de la médication à prendre. Puis la médication est vraiment très, très forte. Fait que, tu sais, je dormais 14 heures par jour. J'avais l'impression d'en dormir 3. J'allais à l'école. Dans ce temps-là, je travaillais dans un bar en plus. Ouais, non, c'était... Ben, après, ben, en fait, c'est parce qu'ils ont fini par me renvoyer. Ouais. Pendant mon burn-out, quand je suis revenue, on dit « Ah, ben, t'as plus
Ils t'ont On n'a plus de remplacé. place pour toi. Puis j'étais comme, sure. Ouais. Évidemment. Fait que, il a fallu que je me trouve un autre travail. Mais c'est ça. Fait que le burn-out plus la médication ensemble, Si bol. c'était vraiment rough. Mais après ça, c'était 4 mois de traitement. Puis Ouais. maintenant, tout va bien. Là, mais ouais, c'était. Ça devait être rock'n'roll dans ta barouette pour de Mais vrai, là. ça. Mais t'es-tu à l'aise d'en jaser un peu? Parce que ça m'intéresse quand même de savoir comment tu as fait mentalement pour passer à travers cette épreuve-là. Tu sais, Euh, t'as-tu été chercher de l'aide? Comment tu as fonctionné pendant ce temps-là? hey, j'étais tellement en mode survie. Là. Ah Tu ouais, sais, hein? ça, c'était en 2015-2016. Puis pour vrai, c'était les pires années de toute ma vie. C'est sûr. Ça a été vraiment difficile. J'avais pas de support. Puis j'étais dans une relation en même temps qui était excessivement toxique et dangereuse pour moi. Fait que j'étais avec une personne très narcissique qui m'isolait de mes amis, ma famille, mon entourage. Fait que j'avais plus de ressources, j'avais plus. Je faisais tellement d'anxiété de sortir de chez nous que j'arrivais pas à faire des plans avec mes meilleurs amis ou tu sais, j'arrivais plus à parler de rien. J'étais paranoïaque. Fait que tu sais, tout ça en même temps. Ouais. Puis ça a pris du temps. Ça a pris du temps à me remettre de tout ça. Tu sais, je sais qu'ils disent que c'est comme un 3 à 5 ans de te remettre d'un burn-out pour ton corps. Mais moi, éventuellement, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire de la thérapie à chaque semaine. Puis je dis pas que c'est ça qui a réglé mon burn-out, là, je veux dire, mais je pense que je me suis un peu assise sur ma santé mentale en m'oubliant. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, là, ça n'a plus de bon sens, faut que je fasse quelque chose. » tu sais. Puis entre-temps, j'ai eu un diagnostic aussi de TPL, qui est un trouble de personnalité limite. Okay. Tu as sûrement entendu le terme borderline, c'est en anglais. Ouais. Bon, fait que c'est ça, c'est exactement ça. C'est un trouble qui est très mal vu, qui est très qui a beaucoup de stéréotypes autour de ce trouble-là. Ouais, on dirait qu'à chaque fois j'entends parler de ce comment t'appelles ça? On peut utiliser diagnostic, je sais pas. Ben, c'est un diagnostic ou un trouble de personnalité. Ouais, c'est ça, mais à chaque fois que j'en entends parler, c'est tout le temps comme quelqu'un de vu comme étant un peu excentrique, fou, débile. Tu sais, tu fais comme ah non, mais elle, c'est parce que ou lui, il a ça, puis tu fais Ouais. mais tout le monde a quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est que c'est normal, puis j'imagine que dans le temps, tout ça devait être quand même rough à jouer avec ça, de le dire aux gens même, de hey, moi j'ai ce trouble-là, mais je vis avec ça, ou tu sais, comment ça a été? Ben en fait, quand j'ai eu mon diagnostic, ça a quand même été un relief, pardon mon anglais, parce que c'est quelque chose que j'ai grandi avec, mais que je me suis toujours sentie différente. OK. J'étais comme, il y a quelque chose, puis on me disait, mais non, t'es juste une ado, c'est normal. Je suis comme, pas sûre qu'à 13 ans, je suis censée avoir un mal de vivre, mettons. Ouais. Puis je faisais de l'anxiété beaucoup quand j'étais jeune aussi, tu sais, j'ai beaucoup de troubles anxieux, puis j'ai grandi avec ça, puis les gens disaient que j'étais une drama queen, puis qu'il y avait toujours du drame, puis... Mais je suis comme, non, c'est pas que je veux du drame, c'est pas que je cherche, c'est juste, je vis mes émotions à 200%, fait que si je suis heureuse, je suis très heureuse, là, comme, c'est un peu trop, puis quand je suis triste, ben je suis dépressive, fait que c'est dur d'aller chercher, tu sais, l'équilibre dans tout ça, mais quand j'ai eu mon diagnostic, ça l'a juste confirmé que j'étais pas folle. Ça a juste fait, OK, c'est pas dans ma tête, c'est vraiment quelque chose avec lequel je dois apprendre à vivre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de médication en tant que telle pour ce trouble-là. Souvent, ça va être de la médication pour l'anxiété ou de la médication pour la dépression. Fait que j'ai juste fait de la thérapie pour les gens qui ont un TPL. Puis j'ai appris à le dire aux gens dès que j'y rencontre, en fait. Pour pas qu'ils pensent que si à un moment donné j'explose, ben, je veux que tu comprennes que c'est pas toi le problème. C'est moi qui vis avec quelque chose, puis là, en ce moment, je suis pas capable de le gérer. Oui, puis c'est correct aussi de partager ça de plus en plus. Je pense aussi que notre société est due pour avoir plus de gens qui assument le fait que c'est normal qu'il y ait des gens différents, qui vivent avec des troubles différents, puis on est capable de vivre avec ça en général. Je veux dire, on vit dans une société où, je veux dire, la dépression, il y en a, là. Tu sais, je veux dire, ça existe. Tu dis, moi, mon père, je ramène tout le temps mon père dans cet exemple-là parce que c'est une bonne personne, là, mais lui, quelqu'un, tu sais, c'est un policier, mon père, il était policier longtemps dans sa vie, il l'a encore. Là.
Puis lui, mettons, quelqu'un qui va faire de la thérapie, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Puis tu fais oui, mais tout le monde devrait en faire. On en Toi a aussi, tous Pat, tu besoin. devrais en faire. Tu sais, comme on a tous besoin de faire ça. Fait que c'est cool d'avoir des gens, des artistes comme toi qui est capable de dire, regarde, moi j'ai ça. Et c'est correct. Ouais. Fait que je pense à toutes les jeunes filles ou jeunes garçons qui écoutent ta musique, qui écoutent ce que tu fais, puis qui font ah, OK. Puis si quelqu'un là-dedans a le trouble, tu fais hey, mais ma vie n'est Ben pas oui. finie, là. Je peux avancer, puis je peux faire ça. Exactement. Puis j'en parle dans mon album. Tu sais, je te dirais que 90% de mon album, c'est quelque chose qui est relié à ma santé mentale. OK. Parce que ta santé mentale, ça affecte ton quotidien, ça affecte tes relations amoureuses, tes relations avec ta famille, avec tes amis, tes capacités justement à travailler, à juste cohabiter avec quelqu'un. Tu sais, ça affecte absolument tout de ça. Fait que dans l'album, c'est quasiment juste de ça que je parle. Là. Tu sais, fait que si quelqu'un est capable de se voir là-dedans, puis de s'enlever de la tête le stéréotype, parce que quand tu dis « Ah ouais, je suis borderline », les gens te fuient. Là. Il y a des gens qui ont peur. Moi, j'ai rencontré des gens, puis automatiquement, ils me mettaient dans une boîte. Cette fille-là, ça va être des problèmes. Je suis comme, ah mon Dieu, je suis super relax dans la vie, là. J'ai appris à me gérer, puis ben, c'est ça, tu sais, de plusieurs manières, puis de la thérapie, puis etc. Fait qu'il faut vraiment comme qu'on s'enlève le stéréotype de la tête, parce que il y en a plein de gens qu'on côtoie qui sont borderline, qui sont bipolaires, qui ont des troubles anxieux, qui ont des... Tout le monde a un petit quelque chose. On est dans une société qui est tellement axée sur la productivité qu'on oublie qu'on a tous des patterns, on a tous un passé, on a tous vécu des choses. Puis si tu gardes ça en dedans de toi, bien souvent, c'est ça qui crée le stress, l'anxiété, les troubles, puis après ça, ben ça s'amplifie de plus en plus. T'sais. Oui, puis tu as du monde qui ont tout ça et qui ne le savent pas. Ouais. Je pense que c'est cool d'avoir, comme tu disais tantôt, de mettre le doigt là-dessus puis de faire OK, cool, je peux travailler autour de ça. Il y en a plein qu'on connaît ou qui le savent pas, ça. Ça doit être tough à vivre quand tu le sais pas parce que, comme tu disais, Chris, tu as l'impression que tu es tout seul dans ton équipe. C'est ça. Mais je trouve ça important, tu sais, quand tu entends quelqu'un, justement, il y a des gens qui ont tellement besoin de se confier, puis tu le sens, là. Puis des fois, de juste dire « Hey, t'as-tu pensé à aller voir un professionnel? Tu sais, t'as-tu pensé à aller voir quelqu'un qui est outillé? Parce que moi, je peux être là pour t'écouter, mais je suis pas outillée pour t'aider au final, tu sais. » Puis j'en ai souvent des conversations avec des personnes, puis de faire comme « Hey, peut-être qu'une ou deux sessions de thérapie, ça pourrait débloquer des affaires que tu le sais même pas. » Puis j'en ai des amis là, qui ont été en thérapie avec ça, à cause de ça, puis étaient comme « Oh mon Dieu, ça m'a vraiment aidé dans telle chose spécifiquement. » Ils ne vont pas faire de la thérapie nécessairement pour rester dans leur jour parce qu'ils n'en sentent pas le besoin ou que c'est épuisant aller en thérapie aussi. Là, ça prend vraiment comme... Oui, il faut que tu creuses, là. Oui, c'est ça. Tu creuses chez toi, puis il faut que tu l'assumes et que tu y ailles à 100%. Là. Mais pour toi, ça a-tu été aussi quand même... Ça t'a-tu aidé d'avoir la musique aussi pour toi? Parce que j'imagine que quand tu peux t'exprimer dans une certaine forme d'art, ça doit faire du bien. Comment t'as vécu l'espèce de... Comment t'as créé avec ce sentiment-là? En fait, ce que je remarque, c'est que je fais beaucoup d'écriture automatique. Puis c'est souvent des trucs que justement j'ai comme internalisé, que j'ai compris, que j'ai travaillé. Fait que ça sort automatiquement de moi. Puis c'est, mettons, quelques semaines ou mois après que je suis comme « Oh mon Dieu, je relate à cette chanson-là » en oubliant que c'est ma chanson un peu. Je suis comme « Oh mon Dieu, oui, je ressens ça. » Parce que quand je l'ai écrit, je le ressentais pas. C'était tellement comme internalisé. Okay. C'est vraiment, oui, j'ai réalisé ça en faisant l'album, en fait, que j'étais comme « Oh mon Dieu, tu sais, Monsters and Echoes, j'étais comme « Oh mon Dieu, je relate tellement. » Puis je suis comme « Mais j'espère que je relate, c'est moi qui l'ai écrit, tu sais, la chanson. » Mais à ce moment-là, tu sais, quand j'écris, c'est un peu comme si j'étais pas dans mon corps. C'est vraiment spécial comme processus, mais au final, oui, c'est très thérapeutique, c'est très, tu sais, justement, on dit beaucoup que mettre sur papier ou écrire, ça, même si t'en parles pas, tu sais, des fois, si t'as un conflit avec quelqu'un, ils disent « Fais juste l'écrire, ça va t'aider à canaliser, tu sais, cette énergie négative-là. » Puis c'est la même chose pour moi, pour la musique, tu sais, je peux écrire une tune sans jamais la sortir, mais mon travail émotionnel, il a été fait, tu sais. C'est à ça que ça sert. Fait que c'est très similaire à
en parler à quelqu'un. C'est juste que moi, ben, il y a du piano qui vient avec, tu sais. C'est incroyable quand même. Fait que toi, tu t'es pas assise en te disant hey, là, je vais écrire sur le 9 à 5, c'était tough pour moi. Là. Non, juste en comme... fait, cette chanson-là spécifiquement, Monsters and Echoes, j'ai fait un mauvais rêve. OK. Ouais, je fais quand même beaucoup de mauvais rêves dans la vie, là, depuis que je suis vraiment jeune. Là. Je pense que j'ai un subconscient puis une imagination débordante. Vraiment, ouais. Puis ça fait que, ben justement, je fais beaucoup de cauchemars. Puis j'ai rêvé, puis c'est littéralement les paroles, en fait. Là, j'ai rêvé que j'étais dans un bureau, que je me versais un thé, je me brûle avec mon thé, je rentre dans une pièce où est-ce qu'il y a une grosse table avec plein de gens que je connais pas. Je m'assois, puis là, il y a comme d'autres employés qui viennent porter un breuvage à tout le monde. Puis là, je suis comme, ah, ben moi, j'ai mon thé, fait que peut-être plus tard. Puis là, après ça, tout le monde a bu leur breuvage. Puis là, ça devient super gore. Là. Il y a genre des monstres qui sont apparus avec des grosses tentacules, puis qui les ont percés. Oh my God! Puis qui se sont mis comme à les contrôler. Puis là, ils essayaient de me courir après pour faire la même chose, pour me contrôler. Puis là, je me suis réveillée, puis j'avais une session studio dans 2 heures. Fait que quand je suis arrivée en studio, j'ai juste écrit mon mauvais rêve. Puis voilà, c'est devenu la chanson. C'est littéralement, la chanson, ça fait juste décrire mon rêve. OK. Puis c'est là que j'ai fait le parallèle avec un travail qui m'angoisse ou travailler pour quelqu'un sans être valorisé, sans bien te sentir, etc. Fait que de là, Monsters and Echoes. C'est fou. J'adore. Des fois, les rêves, pour vrai, là, tu y penses un petit peu plus. T'es comme, pourquoi ça, mettons? Parce que clairement, il y a de quoi dans ma tête qui se passe par rapport à ça. T'sais. Mais moi, l'affaire, c'est que mes rêves, soit je m'en rappelle pas, soit que c'est tout le temps un rêve où je vole, puis je suis comme, c'est débile, puis à un moment donné, le moment où je réalise que je vole plus, tu sais. Je suis comme, ça veut dire quoi, ce Chris? Mais. T'as-tu déjà essayé de faire des mémos vocaux quand tu te réveilles? Non. Pour vrai? Faudrait, hein? Quand même le fun. Des fois, ça fait aucun sens, là, parce que tu fais juste dire des mots-clés. Ouais. Tu sais, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis t'es comme des monstres, t'es chaud, puis là, tu te rendors, tu réécoutes le lendemain, puis comme ça fait aucun sens. Ouais. Mais quand t'as les mots-clés, des fois, tu te rappelles de ton rêve. Tu sais, ce rêve-là, c'est juste parce que je l'avais écrit tout de suite après. OK. Que là, je m'en suis souvenue, puis que jusqu'à ce jour, je me rappelle du rêve comme si je l'avais fait hier. Mais probablement que si je ne l'avais pas noté, peut-être que je m'en rappellerais plus, mais c'est vraiment le fun. Je sais que c'est quand même de la job là, de te réveiller en pleine nuit puis d'écrire, mais des fois, tu peux découvrir des choses où tu t'es comme, ah, ben peut-être que je suis plus anxieux dernièrement parce que clairement, je fais des rêves que, tu sais, ça me fait vivre des émotions négatives ou, tu sais, justement, sur un événement qui s'en vient ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment le fun de faire ça. Là. Mais moi, tu vois, là, pendant la pandémie, là, les 2 ans de pandémie, les rêves les plus souvent que je faisais, là, c'était des rêves où je tombais de haut ou des... Je tombais tout le temps, c'ti. Je ne faisais que tomber. Puis je me suis réveillé, maintenant, j'ai fait « Voyons, c'est quoi? » J'avais comme lu que c'était ça. C'était des grosses périodes de stress où tu sens que tu n'as pas le contrôle, mais tu es juste comme... Tu es juste un corps qui tombe. Laissé à toi-même. C'est ça. Fait que j'étais comme « Ah, c'est intéressant. C'est quand même ça pareil. Je sens que j'ai zéro le contrôle. » Ouais. Puis c'est ça. J'essaie de trouver mon handle pour me tenir. Mais toi, j'ai lu que tu avais écrit pas mal pendant la pandémie, par exemple. Tu avais écrit comme une 20aine de chansons, ça se peut-tu? Ouais, 20, 25 à peu près. Beaucoup de création, ça, là. Genre, c'était tant mieux pour toi là, d'avoir créé de même pendant la pandémie. Là. C'était comment? Ben, c'était vraiment... Je pense que ça m'a beaucoup aidé à traverser, tu sais, justement, la première année de pandémie parce que je vivais tellement d'anxiété à cause de la tuberculose parce que je me suis dit, si moi j'ai attrapé ça, qu'il y a une autre maladie pulmonaire qui s'en vient, c'est sûr, je l'attrape. Fait que quand c'est arrivé en janvier, tu sais, on a tout fermé au mois de mars, mais le premier cas, il était le 22 janvier 2020. Puis j'ai bad trip, je regardais même pas les points de presse, j'étais incapable. Fait que moi, j'allais m'enfermer. J'allais écrire. J'ai appris le piano aussi pendant le début de la pandémie. Fait que là, j'étais comme, OK, je peux créer toute seule parce que je peux pas voir personne. Ouais. J'ai écrit. Fait que, tu sais, on a peut-être enregistré 25 chansons, puis on en a sélectionné, mettons, 14.
Mais tu sais, des chansons que j'ai vraiment juste écrit comme ça ou gossé sur... Tu sais, ça, il y en a peut-être 60, là. Tu sais, Mon Dieu. ouais, je faisais ça... je pouvais faire ça 8 heures par jour, là. Shit. De juste gosser, d'apprendre. Je faisais des zooms avec Anne-Sophie Coiteux, qui est la pianiste dans mon band. J'étais comme, je veux que tu me donnes des cours de piano. Je sais qu'on peut pas se voir, mais si ça peut m'aider à créer, let's go. Fait qu'on faisait ça ensemble. Puis là, ben, après ça, quand on a été capable d'aller voir des gens et de recommencer à travailler, ben là, j'allais en studio. Puis on enregistrait des trucs. Puis après ça, on filtrait. Là, mais ça l'a vraiment beaucoup aidé à juste m'emmener ailleurs, d'oublier qu'il y a une pandémie, d'oublier que je suis stressée, que je suis anxieuse. Fait que, ouais. C'est cool parce que moi, tu vois, j'envie des fois les musiciens par rapport à ça parce que en tant qu'humoriste, tu fais... Tu sais, moi, j'ai essayé d'être créatif et j'étais vraiment pas capable parce que ça me prenait le show. Tu sais, moi, j'écris souvent en fonction de, tu sais, j'ai un show le soir, fait que je vais écrire, puis le soir, je vais tester ce que j'ai écrit ou je vais... Fait que ça m'aide à rester créatif, mais le fait de ne plus avoir de show, ça m'a vraiment freiné. Mais les musiciens, j'ai l'impression que des fois, tu fais, ben, je peux me mettre dans un cocon, là, dans ma bulle, puis juste créer un album, tu sais. Mais toi, t'as-tu besoin, des fois, de faire un show devant du monde pour ta musique? Ah, mon Dieu, oui. Oui, OK, Je n'attends que ça. Yes! Tu sais, avant la pandémie, je faisais comme 3 shows par semaine. OK. Ouais. On faisait beaucoup de shows. Tu sais, même si c'était dans des petits bars, des petits cafés ici, là, on a fait des festivals, tout le kit. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis, tu sais, je pense que j'ai fait 3 shows, tu sais, depuis le début de la pandémie, ce qui est horrible. Là. J'en aurais vraiment besoin de plus. Mais, tu sais, j'ose croire qu'avec les salles qui réouvrent, puis l'album qui va sortir, tu sais, j'ose croire que je vais avoir plus de spectacles. Mais oui, moi, c'est ça qui me manque en ce moment parce que, oui, je crée, mais il n'y a absolument rien de tangible, tu sais, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe... Mais j'ai hâte d'être avec des humains, tu sais, j'ai hâte de partager une connexion, de partager une énergie avec des gens dans une salle, tu sais, comme le stand-up, je veux dire, ça doit être le fun. Je sais pas si tu as fait des lives un peu pendant... J'ai fait des shows Zoom. C'est ça, tu sais, c'est pas pareil, dégueulasse. là. C'est comme toi, tu sais, d'avoir des gens dans une salle qui rient, ben c'est, je veux dire, c'est le summum, là. Fait que c'est la même chose, tu sais, pour moi, j'ai besoin... Ben, les gens rient pas, là, dans le meilleur des mondes, là. Si tu commences à rire pendant ma tune, ça se peut que je te sorte. Mais tu sais, d'avoir des gens qui sont là puis qui apprécient ta musique puis qui se sentent valorisés, tu sais. Puis moi, pour moi, je trouve ça tellement plus valorisant de justement être là, tu sais, de te voir réagir, de t'entendre. Pour moi, je trouve que c'est comme le summum. Fait que j'ai vraiment hâte de recommencer les shows, là. Ah, puis il y a une énergie aussi là, entre nous là, qui se passe. Mais dis-moi donc, comment, pour vrai, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais mettons, tu veux commencer à faire des shows en tant qu'artiste, tu fais de la musique, comment ça marche? Comment tu commences à faire? Tu fais-tu des petits cafés que le monde t'écoute pas, puis t'es comment, tu sais? Ah, si tu savais. C'est quoi le début? Si tu savais. Le début, il est dole. Ah ouais? Il est dole. J'en parlais avec une de mes amies, puis elle était comme, tu sais, là, quand tu faisais tel show, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Tu sais, je faisais des petits bars avec des messieurs complètement sous qui venaient me donner des 20$. Puis j'étais comme, non. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non, j'ai fait des bars, des cafés, mais je pense que, mettons, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, c'est de sortir du matériel parce que si t'as pas de matériel de sortie, c'est comme plus difficile d'avoir des bookings. Tu parles de écrire du stock à toi, c'est ça que tu veux dire? Mettons, moi, ma stratégie, si on peut l'appeler comme ça, j'avais sorti 2 EP. OK. Puis, parce que je voulais faire du booking, mais après ça, les gens sont comme, ben, envoie-moi ce que tu fais, tu sais. Puis j'étais comme, ben, j'ai rien. Fait que, tu fais des covers. Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai comme fait 2 EP, puis là, après ça, j'ai été capable d'envoyer des centaines et des centaines de courriels, puis je faisais mon propre booking pendant des années, puis après ça, tu étais capable de rentrer dans des places en résidence, fait que t'es là, mettons, à tous les dimanches, de telle heure à telle heure. Fait qu'après ça, c'est comme plus facile de booker d'autres places, parce que t'es comme, ah, ben, je joue à telle place, et viens me voir, ça va te donner une idée, etc. Fait que c'est sûr qu'au début, moi, c'était comme ça. C'était pas facile parce que le nombre de places que j'ai faites où les gens ne m'écoutaient pas. Au début, c'est dur sur l'ego. Mais après ça, tu t'habitues parce que t'es comme...
tu sais, c'est de la musique. Je veux Ouais, dire, si c'était de la radio, ben, les gens, ils vont pas porter attention à ce qu'ils jouent. ouais. Du même titre que si quelqu'un vient manger dans un restaurant puis qu'ils viennent pas pour le show, ben, faut pas, tu sais, être fâché contre eux parce qu'ils écoutent pas le spectacle, tu sais. Je pense que ça serait différent en humour. Si toi, tu faisais des jokes, puis littéralement, personne t'écoute, personne rit, là, tu serais comme « Ah, c'est pas facile! » Ah non, laisse-moi te dire que en humour, si j'ai pas de réaction, ben comme toi, je me dis, gars, je vais passer à travers, je vais me faire du fun, mais moi, la différence, c'est qu'il faut que je me pogne quelqu'un dans le public qui écoute, puis je me dis, OK, je me concentre sur cette personne-là. C'est ça. Ça Ben, that's it. t'est-tu déjà arrivé souvent que tu avais comme vraiment une crowd qui était tough puis que... Ah oui, 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 oui. Ah ouais, Ah oui, oui, oui. Puis c'est pour ça que je te posais la question, parce que à l'inverse, en musique, je me demandais comment ça se passait, mais oui, en humour, en fait, c'est souvent des galas, des corpos, que souvent c'est un organisateur qui engage un humoriste, que les gens qui sont là le savent pas, puis là, ils disent « Hey, l'humoriste, c'est une surprise », puis tout le monde pense que c'est Louis-José Hood. Fait que là, t'arrives en tant que Jay Fournier, puis tout le monde est comme « C'est qui cette Chris-là? » Puis là, tu fais un show devant des gens qui ont juste le goût de boire parce que c'est bar open, ils sont ça? entre eux. Ah mon Dieu, ça commence tellement mal. Oui, mais c'est comme... Puis j'imagine que même en musique, il y a une année où c'est ça, tu fais tellement d'affaires de même que tu deviens un artiste qui est comme OK, tu sais, faut que tu fasses des trucs tough des fois, je pense, pour avancer dans ce métier-là. Tu peux pas commencer à la place des arts, là. Comme, faut que tu le vives, là. Oui, parce que ben, ça va beaucoup avec ben, l'expérience, j'imagine. Tu sais, si quelqu'un est capable de faire une carrière entièrement en faisant des grosses gigs, puis des gros stages, puis pas vivre ça, hey, pour vrai, tant mieux. Je pense que ça serait, tu sais, c'est le rêve. Mm-hmm. Mais je veux dire, moi, j'en ai fait des concours de chant quand j'avais 10 ans, que les gens, ils s'en foutaient un peu. Puis, tu sais, ça a quand même commencé tôt à avoir des gens qui sont, tu sais, des passants, là, qui sont comme, tu sais, c'est un show dehors, mettons, puis ils passent, puis, tu sais, ils n'ont pas vraiment de réaction, puis t'es comme... Ah, c'est pas facile, mais regarde, on va passer au travers. Puis après ça, quand t'arrives sur un gros stage, où, tu sais, les gens... Ça m'arrive des fois de voir des gens chanter mes paroles. Puis je suis comme, oh mon Dieu, cette personne-là connaît mes paroles. Tu sais, j'ai pas vécu encore, mettons, un gros show où les gens, tu sais, tout le monde chantait avec moi. Ouais. Mais de juste voir des personnes de mon entourage, tu sais, proches ou un peu plus loin, connaître ma chanson puis m'en parler, je suis comme, hey, déjà ça me fait vraiment plaisir. Oh, ouais. Tandis que, tu sais, quand tu chantes des covers, ben c'est sûr que ça aide. Tu sais, mettons dans un petit café ou un petit bar, tu sais, ça va t'aider un peu, mais quand tu chantes tes propres tunes dans un petit bar que personne ne te connaît, c'est pas là que tu as le plus de... Tu reçois pas grand-chose là, en retour, mettons. Non, mais c'est ça, mais en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir du monde que, mettons, ils écoutent avec une oreille, puis ils font « Hey, elle est bonne cette tune-là, c'est qui chante ça? » Puis c'est comme « Ben, je pense que c'est elle. » Je pense que c'est sa tune. Tu sais, comme moi, justement, c'est ça, ta tune Monsters and Echoes, j'ai écouté tes autres tunes aussi, mais celle-là m'a vraiment touché parce que la première fois que je l'ai entendue, c'était sur une playlist Spotify, Nowhere. Ouais. Puis je l'ai entendue. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est qui chante ça, donc? » Mais j'avais jamais entendu ta chanson. Puis là, j'ai vu ton nom, je savais t'étais qui, puis j'ai fait « Aïe, aïe, OK. » Moi, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était une tune ultra comme connue. Ouais. Fait qu'on dirait que ça m'a comme donné un indice de « Elle est bonne en esti, la tune. Ben là, pour moi, ça m'a tout de suite comme... Mais je trouve c'est... Puis je sais pas comment toi tu vois ça par rapport à la musique des autres ou de ce que tu découvres, mais moi, souvent, quand j'entends de quoi que je me dis, pour moi, c'est un hit demain, n'importe où. Si tu avais été américaine, genre, puis pour moi, c'est vraiment bon. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais comme quand j'entends une tune que je me dis, ça doit être une nasty tune connue, c'est que pour moi, je la trouve bonne. Genre. Ouais. Ben, moi aussi, je pense que... Puis je trouve ça toujours agréable de te rendre compte, « Ah, mon Dieu, c'est quelqu'un de Montréal. » Mm-hmm. Tu sais, d'entendre une tune faire comme « Wow, c'est qui ça? C'est incroyable. » Puis là, tu vas voir l'artiste, puis là, tu vois Montréal, puis t'es comme « Ah, mon Dieu, OK, c'est quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue. C'est pas quelqu'un qui est à LA, mettons, là. » Tu sais, c'est... Je trouve ça toujours le fun, mais en même temps, des fois, je trouve ça fâchant de voir d'entendre des artistes incroyables avec tellement de talent, puis tu sais, que tout est parfait, tu sais, leur esthétique, leur image et tout, puis t'es comme, t'as presque pas de streams au final, ou tu sais, la personne, ou t'en parles aux autres, ils sont comme, je sais pas c'est qui, puis je suis comme, mais comment ça, personne connaît cette personne-là, tu sais, c'est tellement bon, puis, fait que ouais,
c'est comme un peu d'amertume de je suis Ouais. vraiment contente de découvrir quelqu'un, mais en même temps, je suis comme triste de voir que c'est compliqué être Ouais. connu. Oui, c'est tough aussi, surtout en musique. Là, vous êtes tellement beaucoup, puis tout. Mais tu sais, je me Ouais. dis, je sais pas pour toi, ça a été comment avec l'arrivée de TikTok et compagnie. Moi, j'en écoute beaucoup sur TikTok des vidéos que tu sais, t'entends. Il y en a des chanteurs sur TikTok qui sont Ouais. devenus ultra connus à cause de TikTok. Est-ce que les réseaux sociaux, tu sens que ça vous aide en musique pour promouvoir vos trucs? Oui, puis surtout, tu sais, en temps de pandémie, que c'est comme, t'as pas vraiment d'autres moyens de promouvoir ta musique. Moi, TikTok, je riais bien gros de ça, là, début 2020. Là. J'avais une Ouais. amie qui m'envoyait toujours des TikTok. J'étais comme, voyons, t'as-tu 12 ans, tu sais? Puis finalement, j'ai commencé à écouter les vidéos. Puis quand tu tombes sur des vidéos vraiment pertinentes, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'informations gratuites sur TikTok, tu sais, quand tu tombes dans un bon algorithme, mais en même temps, tu peux découvrir tellement d'artistes. Moi aussi, j'en ai découvert plein qui sont majoritairement canadiens en plus. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais oui, tu sais, en ce moment, moi, j'aime beaucoup cette plateforme-là parce que c'est pas une plateforme que les gens aiment ce qui est fake, entre parenthèses. Tu sais, je pense que tu peux arriver sur TikTok un peu n'importe quand, en te levant le matin, puis parler de quelque chose, puis si ce que tu dis, c'est pertinent, les gens vont l'écouter, ils vont faire moins attention à ton image, puis de quoi tu as l'air overall, tandis qu'Instagram, j'ai l'impression que c'est un peu plus ça, tu sais, c'est beaucoup misé sur l'apparence, puis, tu sais, le nombre de personnes qui te suivent, puis les likes, mais sur TikTok, tu peux vraiment être n'importe qui, puis devenir viral demain matin, tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est le génie de l'algorithme de TikTok. C'est ça. vraiment que tu peux être un nobody puis tomber. Tu sais, comme quelqu'un regarde TikTok, voit une vidéo de 300 000 likes, tombe sur quelqu'un avec 14 likes. Tu sais, c'est cool pour les artistes, pour nous autres, d'essayer de se promouvoir parce que c'est vrai que. Puis en musique, j'imagine que c'est pareil. Tu te fais engager, tu te fais regarder ton compte Instagram tout de suite. Là. Ouais. Comme c'est qui là, est suivi par comme combien de monde. C'est carte de visite maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'as pas tant de followers, mais que t'es bon dans ce que tu fais, t'es tout le temps entre deux chaises de ben lâche pas. Ouais. On va comme attendre. si c'était ça le but ultime au final. Puis je comprends parce que surtout dans le domaine des arts, ben, plus tu as de personnes qui te suivent, plus tu as de personnes qui sont intéressées à ce que tu fais. Mais en même temps, ça devrait pas être ça le but ultime parce que c'est l'art qui est important. C'est pas. Je veux dire, surtout sur Instagram, ça veut pas dire que ton entourage va aimer ce que tu fais automatiquement, mais ça veut pas dire que ce que tu fais est pas bon. Ben non, absolument. Puis je sens qu'il y a un temps aussi où, en tant que bon artiste, tu te faisais pousser vers le haut parce que les gens ils voulaient que tu sois, que tu deviennes, que les gens connaissent ta musique, connaissent ce que tu fais parce que c'est bon. Maintenant, j'ai l'impression que c'est l'inverse un peu. C'est comme, hey, j'aimerais que cet artiste-là m'amène des codes d'écoute. Puis tu fais comme, ben là, OK, je sais pas comment tu veux que je m'y prenne de bord. Tu sais, moi, je serais venu chanter une toune à ton émission, mais tu veux pas que je vienne parce qu'il n'y a pas assez de monde qui me suit. Mais en même temps, si je venais, il y en aurait peut-être plus. En tout cas, c'est touché, cette game-là. Là. C'est une grosse game qui est... C'est ça. Ça peut être très étourdissant, j'ai l'impression. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup consommer des réseaux sociaux. Fait que ça me dérange pas de faire partie de cette game-là. Ça veut pas dire que tous les jours de ma vie, je suis comme « Ah, j'ai hâte de poster du contenu. » Encore une fois, c'est très cyclique. Il y a des moments où je suis comme « Ah, j'ai le goût de faire du contenu. » J'ai le goût de parler de certaines choses. J'ai le goût d'écrire une toune niaiseuse puis de mettre ça sur TikTok ou Instagram. Tandis qu'il y a d'autres moments que je suis comme « Ah, j'ai le goût d'être dans le fin fond d'un bois puis pas parler à personne puis juste créer là. » Fait que c'est là que je pense que c'est important d'avoir un équilibre parce qu'il y a des gens qui font des burn-out de réseaux sociaux aussi, oui, c'est sûr. Là. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis encore plus quand tu es artiste parce que tu veux tellement, justement, augmenter ton nombre de personnes qui t'écoutent puis qui te regardent puis tout, mais à tes dépens, c'est pas super sain non plus. Oui, non, effectivement. Puis tantôt, tu parlais de concours. Tu avais fait une couple de concours à gauche, à droite. Est-ce que... Puis, encore une fois, je te parle d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas la musique, l'industrie de la musique. Est-ce que, mettons, faire un concours comme La Voix, c'est quelque chose qui t'intéresse? Comment tu vois ça, les concours de chant au Québec? Personnellement, les concours, surtout les concours télévisés, j'ai l'impression que c'est moins mon style. Je pense que ça peut être très formateur, mais
c'est beaucoup axé, encore une fois, sur la performance. Tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, moi, j'ai pas fait de concours télévisé, mais tu sais, j'ai fait des concours de chant, puis mon style, si tu l'écoutes actuellement, j'ai un timbre de voix spécifique, puis je vais pas nécessairement chanter, tu sais, hurler ou tu sais, crier fort ou chanter fort, tu sais. Mais quand j'étais jeune, j'ai encore une voix très, très, très forte. Je peux pousser des notes, puis quand j'étais plus jeune, j'avais un très gros range, mettons, pour mon âge. Fait que c'était beaucoup d'impressionner les gens avec mes capacités vocales au niveau de la force, mais ça, en concours, ça n'a jamais été mon timbre de voix, ça n'a jamais été le style que j'utilise, ça n'a jamais été, mettons, quelle chanson que j'utilisais, parce que quand j'étais jeune, je n'utilisais pas des chansons qui étaient populaires. Fait que c'était un peu difficile, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, les concours télévisés, c'est que ça te met dans une boîte, dans une bulle, puis si tu déroges un peu de ça, ben c'est comme pas mal vu, mais moins accepté. Okay. Tandis que j'ai l'impression que en général, on écoute de la musique puis on y va pas nécessairement pour quelqu'un qui ferait de la performance d'un concours. On y va parce que la chanson nous fait vivre quelque chose ou l'artiste nous fait vivre quelque chose. Mais j'ai jamais été, tu sais, je vais être bien honnête, là, je suis pas quelqu'un qui écoute La Voix ou Star Academy. Même quand j'étais jeune, tu sais, Star Academy dans les années 2000, je l'écoutais pas parce que je me sentais pas appelée par ça. Je comprends. Puis tu sais, je trouve que c'est quand même, ça aussi, c'est une grosse machine que tu peux facilement tomber dedans. Puis je me suis toujours dit, j'aimerais vraiment plus travailler 10 ans pour aller chercher un public, puis aller chercher mon style, puis aller chercher mon style de voix, que de tomber plus dans une machine où demain matin, je vais être super connue, puis peut-être oubliée plus rapidement. T'sais. J'ai l'impression que des idoles instantanées comme ça, puis j'enlève rien, là, j'ai des amis là, qui l'ont fait Star Academy, puis La Voix, puis ça les a vraiment beaucoup aidés dans leur carrière. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça serait plus comme me tirer dans le pied un petit peu. Okay. Ça serait comme du jour au lendemain, je suis full connue, puis là, ben, je suis comme pas prête à être full connue. Ça prend du temps. Là. Il y a quelque chose de charmant aussi, je pense, à aller chercher ton public un, par toi-même. Ouais. Les gens qui te découvrent par eux-mêmes, je trouve que c'est eux qui restent parce que ils t'ont découvert parce que tu les as touchés d'une manière ou d'une autre. Tandis qu'un concours, ce qui est super cool pour justement, tu veux atteindre un certain palier dans ta carrière, tu veux vendre des billets, tu veux, pour l'expérience de concours, rencontrer des artistes, que c'est cool, tant mieux, mais c'est vrai que rapidement, tu n'es connu parce que tu es à la télé, que tu es bon, mais les gens vont-tu écouter du Léonie Gray un an après La Voix? Peut-être moins. C'est ça l'affaire. Oui. iPhone 7 à Léonie. iPhone 6. Il y a zéro stress. Je me souviens plus. On parlait de concours. Un seul bientôt, le premier. Envoyez des messages à Léonie. Envoyez une vague de comme Chris, les derniers 10 minutes, est-ce que le son était correct? C'est pas grave, il n'y a pas de stress. Non, en plus, la question que je voulais te poser après par rapport à tout ça, c'était plus en parlant de ton album qui sort, parce que tu vas sortir un album au printemps, je ne me trompe pas? Oui, le mois prochain, là, techniquement dans 3 semaines. Et ça fait que dans 3 semaines, crème, je suis timé pareil. Le 22. Le 22 avril? Attends, on est. Un mois. OK. Un mois presque, OK. Ouais. Fait que là, tu vas sortir ton album, puis là, tu sors tranquillement des singles. Comment va fonctionner tout ça? Tu fais une petite tournée cet été ou tu t'enlignes comment pour le reste pour l'album? Ben là, j'ai quelques spectacles qui s'enlignent pour l'été. Mais pour l'instant, j'ai pas comme une tournée fixe, mettons, qui est programmée. Mais j'ose croire. C'est bien difficile en ce moment d'être artiste émergent, en parenthèse, parce que avec la réouverture des salles de spectacle, ben c'est sûr que c'est les personnes plus connues qui vont avoir les premières places. Ouais. Fait que le booking est très difficile, mais j'ose croire que je vais faire une petite tournée montréalaise et les environs. J'aimerais ça faire comme une couple de festivals cet été, si on me le permet. Ben, je te le souhaite tellement. C'est quoi les festivals? Mettons, les festivals de musique plus émergente, un peu, il en existe
tu à Montréal? Moi, je suis pas bon là-dedans, c'ti. Mettons, tu sais, je pense juste à Oshéaga, mais clairement, c'est pas un festival de musique émergente, là. Ouais, ben il y a le, je pense que le FME, c'est ça? OK? Festival de musique de Hey, je suis pas l'Estrie, bonne. Là, c'est j'ai ça? l'air vraiment niaiseuse parce que je connais pas les C'est pas grave, il n'y a pas de festivals de stress. Montréal. Mais je le sais qu'il y en a. Je sais pas si c'est des festivals de musique émergente en tant que tel. OK. C'est ça qui rend la chose tricky aussi, c'est que la majorité des festivals, ils veulent des gros noms, des gros headliners. Ouais. Mais tu sais, je le sais qu'il y a le festival de musique du bout du monde en Gaspésie. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a je pense que c'est ça, FME ou FEM. Mon Dieu, on va jamais m'engager à ce festival-là. Ambassadrice cet été du FEM, FM, on ne sait pas. Asti que c'est drôle. Non, mais je me demande aussi, tu sais, je dis festival de musique émergente, je me demande si ça te gosse parce que, mettons, nous autres, quand on se fait dire humoriste de la relève, puis ça fait 7 ans que tu fais de l'humour, tu fais comme Ouais. Chris, relève, attends un peu, là, je suis humoriste, je vis ma vie de ça, je suis humoriste. C'est la même chose pour vous, les musiciens? Oui, je pense que oui. Je le sais que je tombe dans la catégorie d'artistes émergents parce qu'on ne me connaît pas. Mais vu que ça fait 22 ans que je fais de la scène, ben, je me considère peut-être un peu moins comme émergente. Je suis plus comme, je suis pas connue, mettons. OK, OK. Je le vois de même, mais oui, je pense que ça tombe un peu dans le même créneau de dire, tu sais, un artiste émergent, puis t'es comme, ouais, mais ça fait 15 ans que je fais ça, tu sais. Ouais. On dirait que c'est ça la définition de la relève ou d'émergent. Est-ce que c'est juste une autre façon de dire cette personne-là n'est pas connue? Il n'est Mais pas connu. tu peux vivre de ça sans être connu, là. Mhm. C'est ça qui est tricky un peu, mais oui, je pense que je tombe dans la catégorie d'artiste émergent. Mais t'es bonne, Chris, Asti. Dit-il en sacrant 4 fois. Puis mettons que un artiste au Québec, à Montréal, t'offre de faire sa première partie, quel artiste, selon toi, là, t'offrirait ça que tu capoterais? Là? Mettons, cet artiste-là t'offre sa première partie puis tu brailles tellement tu Les triples. louanges. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. C'est vrai qu'il est fucking bon. J'adore sa musique. Comme j'adore sa musique, ça n'a pas de bon sens. Puis je trouve qu'on a des styles complètement différents, mais j'ai l'impression qu'à la racine, c'est similaire. Je sais qu'on chante pas dans la même langue, mais le côté très jazzy, le côté groovy, le côté que c'est une production, mais une production qui a des vrais instruments, que c'est pas juste électro. Tout ça, je trouve que ça me parle beaucoup. Puis, on dirait que j'aurais pas d'autres artistes en tête que je connecte de cette façon-là. Fait que, ouais, les louanges sûres à 200%. Ça serait... Hey, je te le souhaite. Je te souhaite que les louanges entendent ce podcast. Faites votre travail, la gang de Tisser Serré. Amenez ça aux oreilles de Oh, Vincent, please! Hey, je finis toujours le podcast, Léonie, en posant une question assez quétaine. Ça fait un bout que je n'ai pas posé la question, d'ailleurs. Fait que je suis quand même content parce que là, je sens que tu vas quand même, ben pas triper, mais dans le sens que tu vas embarquer quand même dans le projet de la question. Mais je demande tout le temps aux invités, si tu te croisais à 15-16 ans, aujourd'hui, c'est quoi tu dirais à cette jeune personne-là? Tu sais? Je pose tout le temps cette question-là. C'est quand même une grosse question, mais ça m'intéresse. Je dirais c'est juste un trouble mental. C'est correct. Ah, c'est que ça serait bon. Tu fais juste dire ça, puis tu t'en vas. Ouais, je dirais That's it. juste comme t'es pas folle, c'est juste un trouble mental. Genre, va consulter, Ouais, everything's gonna be fine. Ouais, je pense que honnêtement, j'adore. tu sais, justement, à 15 ans, là, tu sais, j'étais tellement dans le mal-être, puis de pas comprendre, puis des grosses questions existentielles, puis je le sais que quand t'es ado, c'est une phase, tu sais, c'est vraiment, je veux dire, t'apprends à te connaître, t'apprends à te former tu te formes, tu te forges un caractère, ton entourage, etc. Mais moi, j'allais vraiment pas bien. Ouais. Fait qu'on dirait de juste aller la voir, faire comme, hey, pour vrai, Léo,
t'as un trouble de personnalité, puis c'est ça qui fait, ça fait juste tout confirmer ce que tu vis, c'est valide, ça existe, c'est pas dans ta tête, puis c'est pas une pause. Fait que commence à travailler tout de suite, parce que quand tu vas être rendu proche de 30 ans, ça se peut que ça soit rock'n'roll. C'est excellent, j'adore ça. Merci tellement, Léonie, de t'être. Merci à toi. Ça fait full plaisir, puis je suis content que tu aies partagé tout ça, honnêtement. C'est vraiment cool, puis je te souhaite que le meilleur. Là, je vais fermer le podcast, mais toi et moi, on va être encore ensemble. On va pouvoir se dire bye en mode inédit. Les gens ne savent pas. Mais merci d'avoir été là. N'hésitez pas à aller écouter ce que Léonie fait. Ça sort dans 3 semaines. Le podcast va être sorti avant que ton album sorte, fait que c'est le fun. Puis je te souhaite juste le meilleur. T'es super. Salut. C'est quoi? Et voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Tabarouette. Moi, personnellement, tripé. J'ai adoré l'ouverture de Léonie. C'est malade. Être capable de parler de ses troubles, de tout ça. Ça a passé vite, c'était le fun. Je prends je me souviens plus de l'expression, là. Pendant que ça passe, en tout cas, dans ton char en ce moment, je suis sûr que tu me corriges, là. Mais pendant l'opportunité, pendant que ça passe. En tout cas, bref, je me souviens plus de c'est quoi l'expression. Mais si jamais tu te poses des questions par rapport à quoi que ce soit de ce que tu vis personnellement, n'hésite pas à aller consulter. C'est l'affaire la plus normale ever. Si jamais tu veux en parler à quelqu'un, discuter et tu n'as personne autour de toi, sache que bébé ici est là pour toi. Écris-moi, envoie-moi un message. N'hésite absolument pas. Je suis là pour toi. Je suis un humoriste, un podcaster, mais avant tout un humain qui prend soin des gens. Et si tu as besoin de quelqu'un, quoi que ce soit, I'm here. Je vais t'écouter, je vais te répondre à un message vocal. Ça va me faire plaisir de te remonter le moral, de t'aider à travers ce stress que tu passes. Parce que c'est cool d'avoir un artiste qui est capable de venir jaser du fait que Chris, j'avais un trouble, moi, toute ma jeunesse, puis j'ai été content de savoir c'était quoi le trouble. Parce que la seconde où tu sais c'est quoi le trouble, ben tu peux pas contourner ça, mais tu peux vivre avec ce trouble-là en disant, ben à cette heure, c'est une arme avec laquelle je peux jouer, puis c'est quelque chose avec lequel que j'évolue. Et that's it. Tout le monde a ça. On est au fucking 21e siècle. Je veux dire, c'est juste normal d'avoir des troubles anxieux, des troubles de personnalité, d'être diagnostiqué. C'est juste fucking normal. Va écouter sa musique, vraiment important, là. Écoute ce qu'elle fait, tu vas comprendre. Elle a une espèce de petit Amy Winehouse dans l'écho de la voix, là, dans le trémolo. Là. Il y a quelque chose de vraiment le fun qui se passe. J'adore ce qu'elle fait. Elle sort son album dans vraiment pas long. Ça va être super le fun. Fait que voilà, suivre aussi ses réseaux sociaux. Tu sais, on en parle dans le podcast. Souvent, la meilleure chose que tu peux faire pour encourager un artiste maintenant, c'est d'aller donner un follow. En lui donnant un petit follow, ça fait que ben, tranquillement, chacun de vous font qu'éventuellement, tu arrives à une certaine masse de gens qui te suivent, que les employeurs, les producteurs, les décideurs font il est assez suivi, elle est assez suivie, cette personne-là, cet artiste-là. Donc, on va lui donner des contrats. Puis en donnant des contrats, ben, tu fais vivre cette musicienne, ce musicien. Donc, si tu es capable d'encourager les artistes, surtout les artistes de chez nous, les artistes de Montréal, les artistes de partout à travers le Québec, donne un petit follow. C'est la moindre des choses et c'est tellement apprécié pour les artistes après. Donc, fais ça. Écoute sa musique. Download tout ça. Donc, c'est ce qui conclut le podcast aujourd'hui avec Léonie. Ça a été super le fun. J'espère que tu as apprécié qu'on soit là dans tes douces petites oreilles durant cette heure et quelques. N'hésite pas, encore une fois, si tu es sur n'importe quelle plateforme d'écoute possible, n'hésite pas à aller laisser un petit review, un petit partage, un petit 5 étoiles sur Apple Balado. Là, si tu es capable de mettre un petit 5 étoiles, passer à d'autres choses, ça serait super apprécié. C'est sur YouTube. Merci énormément de commenter pour l'algorithme. Merci d'être là. Laisse un petit like. Sonne la petite cloche. Tu vas savoir quand est-ce que je mets des épisodes.
Et si jamais ça te tente d'encourager le podcast d'une manière encore plus active, tu peux t'abonner à mon Patreon, qui est le Patreon de Jay Fournier, c'est serré, sur patreon.com, patreon.com. Et tu as certains bundles d'écoute que tu peux t'abonner. Moi, présentement, je mets des épisodes d'avance, 1 à 2 semaines d'avance. Si tu t'abonnes, tu tombes aussi dans mon mailing list de gens que j'apprécie énormément. Donc, je peux t'envoyer des petits trucs. Je peux t'envoyer des petites affaires, des petites tasses le fun, la petite merch. C'est ça qui est ça. Si ça te tente d'encourager le podcast un petit peu plus, tu fais ça. Mais sinon, je te souhaite un maximum d'amour dans ta vie, de positivité. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser Serré, mesdames et messieurs, avec d'autres invités tout au plus intéressants, le fun et chill. Merci d'écouter. Je suis très fier d'avoir passé la barre de 10 000 écoutes sur le podcast. Ça fait chaud au cœur. Il y a des belles choses qui s'en viennent, mesdames et messieurs. Fuck, la vie est belle. On se voit bientôt, la gang. Salut!